3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defels est avec nous, le directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir. Bonsoir à Edmund Ching qui nous accompagne également. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Merci d'être avec nous, Edmund. Et Florent Wabon, que nous sommes ravis d'accueillir autour de cette table. Bonsoir Florent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes économiste chez Ecofi. Bien, parlons macro et macro-américaine, notamment peut-être pour commencer et changer un peu d'ouverture. On parlera de politique, mais la macro-américaine, c'est aussi important dans l'environnement actuel. Florent, Jérôme Powell nous dit donc que l'inflation n'est plus le risque unique qui pèse sur l'économie américaine. On peut voir peut-être un petit bouger ou la confirmation quand même d'un point d'attention grandissant pour la Fed concernant notamment le marché du travail. C'est ce qu'on comprend du discours et des réponses de Jérôme Powell face aux parlementaires. Quand vous regardez les dernières données sur le marché du travail américain, est-ce qu'on est encore dans l'idée d'une normalisation souhaitable, qui met fin à la surchauffe qui inquiétait la Réserve fédérale américaine, ou est-ce qu'on est proche de déborder dans quelque chose qui serait un refroidissement moins souhaité, plus inattendu, et qui aurait donc un impact peut-être sur la vitesse de réaction de la Réserve fédérale américaine? Bon, si on utilise des mots de banquiers centraux, on peut dire que la balance des risques est plus équilibrée, voire même qu'elle est légèrement instable, en réalité. C'est ça le sujet. Donc sur l'emploi, c'est pas étonnant qu'il en parle, puisque ça fait partie du mandat. On a un double mandat du côté de la Fed, l'inflation et l'emploi. Donc sur l'emploi, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un ralentissement séquentiel assez marqué, non pas nécessairement de l'emploi dans sa totalité, mais plutôt de l'emploi privé. Je pense que c'est pas ça qu'il a évoqué explicitement, mais je pense que c'est de ça qu'il fait allusion. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a tout un continuum d'indicateurs sur le marché de l'emploi qui nous montre quand même un ralentissement assez marqué. Le problème, selon moi en tout cas, c'est qu'il y a un manque de fiabilité des données. Quand on regarde, parce que déjà pour savoir, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, comment est-ce qu'on mesure l'emploi aux États-Unis ? Ce sont des enquêtes. Et des enquêtes, il y en a plusieurs, avec des panels d'entreprises, de ménages différents, etc. Et quand on regarde le taux de réponse à ces enquêtes, il est au plus bas depuis des années. C'est-à-dire qu'après la Covid, on a eu moins de réponses de la part des entreprises et des ménages. Aujourd'hui, c'est encore plus bas qu'après la Covid. Donc on a un problème de fiabilité, c'est-à-dire qu'on mesure quelque chose qu'on a du mal, d'une certaine manière, à appréhender. Donc, c'est pas juste un sujet pour la Fed. Je me souviens très bien que l'organisation statistique britannique également a même mis fin à un moment à ces publications, le temps de réajuster ses modèles d'enquête, etc. Et au Royaume-Uni, si je ne dis pas de bêtises, on a quasiment 15% de taux de réponse. Voilà, c'est ça. C'est à peu près le chiffre que j'avais, partant de 40-50 avant Covid. C'est un effondrement des taux de réponse. On a un problème de fiabilité. On a des données qui nous disent ça va bien, d'autres qui nous disent ça va moins bien. Mais au global, on est sur une forme de point de bascule. Et c'est assez fort qu'ils le remarquent tout de même, qu'ils le disent de cette manière-là. C'est assez étonnant, je dirais, et ça pave la voie, d'une certaine manière, à des baisses de taux. Mais des baisses de taux qui ne seraient pas liées au fait qu'ils attendent nécessairement une récession, mais plutôt qu'ils se disent, compte tenu du fait que l'économie ralentit séquentiellement et qu'on a des taux d'intérêt élevés, des conditions monétaires restrictives, il est peut-être le temps d'ajuster la politique monétaire. Je comprends. Pour ne pas justement entraîner de ce qu'il appelle de dégradation inopinée du marché. Non souhaité, non voulu, inattendu. Donc ça veut dire que quand on scrute le discours de Jérôme Powell, on comprend que la Fed reste dans le bon timing encore aujourd'hui pour s'offrir un éventuel soft landing de l'économie américaine. Elle n'est pas trop en retard encore aujourd'hui par rapport au refroidissement qu'on observe de l'économie américaine. Non, il y a de ça. Après, on n'a pas parlé de l'inflation, mais le problème en réalité pour l'inflation aux États-Unis, c'est un peu provocateur de le dire de cette manière-là, mais il est plutôt c'est une incertitude d'ordre méthodologique en réalité. C'est-à-dire qu'on mesure l'inflation par le CPI, on mesure l'inflation par le PCE. La manière dont ces deux indices sont construits est très différente. Certaines choses ne rentrent pas, d'autres rentrent, etc. On mesure vraiment l'assurance automobile, par exemple, dans une mesure, c'est du plus 20% sur un an, dans une autre, ça va être du plus 6 ou plus 7. C'est exactement ça. Et donc, on a en réalité une difficulté de lecture, là aussi, comme pour le marché de l'emploi. Ce que l'on constate néanmoins, c'est que la tendance est quand même à la désinflation. On en parlait d'ailleurs juste avant de rentrer sur le plateau. On est quand même sur une tendance désinflationniste. Mais là où c'est intéressant aussi de décortiquer les différentes composantes du CPI, c'est que ça ne nous renseigne pas que sur la dynamique de l'inflation, mais aussi sur la dynamique de l'économie. Alors là, je vais partager une anecdote qui va faire sourire, mais c'est l'inflation des sous-vêtements masculins.
Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que c'est l'indicateur avancé préféré d'Alan Greenspan. C'est pas vrai. Enfin, c'est la légende qui dit ça. Alors, ça fait sourire, mais l'idée, c'est de dire que quand les prix des sous-vêtements masculins diminuent, ou en tout cas ralentissent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'économie américaine, que les Américains ne s'habillent plus, n'ont plus envie de changer leurs sous-vêtements, ne font plus attention à ça. Comme la brosse à dents, c'est le signal faible. Exactement. C'est ça. Bon, ça fait sourire. Ah ben oui, mais... Il y a cette idée sous-jacente. On en est peut-être là, quoi. On est dans un ralentissement, dans un premier temps, de la consommation de biens, de biens durables. D'ailleurs, c'est très clair dans les chiffres de croissance. On n'est pas encore là-dedans dans les services. Donc, j'ai du mal à envisager une récession à court terme aux États-Unis, pour le dire très franchement. En revanche, on est dans une phase de ralentissement séquentiel. Et donc la Fed, si elle n'a pas envie d'être behind the curve, justement, il faut qu'elle soit un peu plus en avant et qu'elle ajuste la politique monétaire. Bon. Et si c'est pas juillet, parce qu'il y a une réunion 30 et 31 juillet, si c'est trop tard pour former un consensus en quelques semaines seulement, ce sera septembre, mais on peut imaginer un signal d'ouverture assez explicite dans la communication du meeting de juillet. On peut imaginer ça. C'est un peu la séquence que le marché aimerait voir, quoi. Qui vient d'être dit par Jérôme Powell. Bon, sur l'activité économique américaine, ce que ça implique pour la Fed et puis pour les actifs américains. Là, je vois que le S&P 500 est en train d'enchaîner une 7e séance de hausse consécutive. Tout va bien, on est au plus haut, la vol est au plus bas. Sur le marché américain, en tout cas, on a l'impression de quelque chose, toujours cette forme d'exceptionnalisme américain par rapport à ce qu'on peut constater en Europe depuis quelques semaines, notamment. Oui, mais c'est vrai jusqu'au moment que c'est plus vrai. Donc, je pense que pour l'instant, il y a toujours une espèce de mini-bulle qui s'est créée côté le secteur technologie aux États-Unis, notamment les 7 magnifiques, mais même pas les 7, les 3 magnifiques. Voilà, Nvidia peut-être, on peut rajouter Apple ou Alphabet, peut-être pas. Mais bon, je me demande si vraiment ils vont tous être gagnants de l'IA. Parce qu'à court terme, c'est impossible de savoir. Même à moyen et long terme, si on pose la question aux économistes, quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie, sur le niveau de productivité? Aucune idée. On a des gens qui disent ça va augmenter la productivité. Des autres qui disent on n'a aucune idée ou non. Ça va avoir aucun impact dans les prochains 5 ans. Je pense que oui, on voit beaucoup de dépenses, ce qui est très bon pour Nvidia parce que tout le monde achète les puces semi-conducteurs. TSMC est encore un exemple ce matin qui indique que sur le prochain trimestre, Nvidia sera peut-être encore... Mais la vraie question de base, Grégoire, c'est la question suivante. Est-ce que les acheteurs de ces puces semi-conducteurs d'Nvidia, comme Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et autres, est-ce qu'eux, ils vont être rentables? Est-ce qu'ils vont être capables de rentabiliser cet investissement à moyen et long terme? Pas du tout sûr, parce que si tout le monde utilise les mêmes puces, les mêmes ordinateurs, avec plus ou moins les mêmes modèles de l'intelligence artificielle, peut-être ils vont avoir plus ou moins les mêmes résultats. Si on a tous les mêmes résultats, est-ce qu'ils vont vraiment gagner de l'argent avec? Pas évident. Non. Et puis les revenus générés par les seules startups de l'IA aujourd'hui, alors c'était un papier de Sequoia Capital il y a quelques mois de ça, très parlant. Enfin, quand ils font les calculs, les maths ne fonctionnent pas, les maths de l'IA ne fonctionnent pas aujourd'hui, disent les partenaires de Sequoia. Il y a eu peut-être 50-100 milliards d'achats. Oui, Goldman Sachs, tout le monde le constate. 50-100 milliards d'achats de GPU Nvidia en 2023. Combien de revenus générés par les startups qui utilisent ces GPU? À peine quelques milliards aujourd'hui, peut-être. Voilà. Et enfin, oui, ChatGPT, c'est super intéressant, c'est marrant, on utilise... Mais le problème, la plupart des utilisateurs, ils l'utilisent 2, 3, 4 fois, et après, c'est fini. C'est comme un petit jouet, on joue avec ChatGPT plusieurs fois, et on le jette après. Donc, signal de prudence pour le marché américain, c'est ce qu'il faut comprendre... Pour les large caps. Pour les large caps. Parce que si on regarde les moins petits capis, ils sont... Ça, d'accord. C'est une autre histoire. D'accord. Mais ça veut dire que c'est un marché qui est fragile à l'ouverture, par exemple, de la saison de publication. Est-ce que c'est le type d'événements qui peuvent déclencher quelque chose de plus négatif sur le marché? Peut-être ça va prendre un peu plus de temps. J'en sais rien, mais je pense que, en revanche, on peut voir les premiers résultats dans les prochains 6 et 12 mois de l'impact de l'IA, mais pas des modèles de generative AI, GPT, mais plutôt les modèles super spécifiques dans les domaines spécifiques utilisés par les sociétés, par exemple les distributeurs comme Walmart pour quand même mieux gérer les inventaires ou peut-être mieux gérer les prix dans les supermarchés
individuel. Ouais. Là, c'est possible. Ouais. Et là, on peut voir un gain de productivité, un gain en termes de rentabilité de ces sociétés. Ou dans les banques. J'ai vu que BNP avait noué un partenariat avec Mistral AI pour améliorer la productivité dans toutes les lignes métiers. Non, mais ça va être intéressant d'observer ça au niveau microéconomique, entité par entité. Mais c'est assez Louis, intéressant, j'ai envie de rebondir sur ce qui a été dit avant. C'est vrai que sur l'IA, pour l'instant, toutes les sociétés qu'on voit au niveau microéconomique toute la journée nous disent que tout le gain de productivité qu'ils peuvent avoir, qui est très difficilement quantifiable, pour le moment, ils redonnent aux clients. Donc voilà, donc c'est vrai, c'est une somme astronomique que je suis entièrement d'accord. Quelle va être, est-ce que c'est rentable, mais déjà aussi le retour sur capital employé, parce que si ça détruit complètement les retours sur capital employé, c'est jamais très bon pour la bourse. Et je voulais aussi revenir en effet sur tout à l'heure quand on parlait des statistiques américaines et sur la Fed, c'est vrai que sur l'emploi, là j'ai vu, je crois que sur des 15 dernières statistiques, il y en a eu 10 sur 15 qui ont été révisées à la baisse. Ouais, il y a déjà des révisions. Ça n'arrive jamais. Et c'est vrai quand on regarde d'autres statistiques, certains disent que même qu'il y a peu de création d'emplois aux États-Unis en ce moment. D'autres en disent zéro, est-ce que c'est 200 000 ? Je pense que la vérité, c'est peut-être un peu entre les deux. C'est ça. Et puis concentré dans quelques secteurs encore aujourd'hui. Le sujet, c'est qu'il y a beaucoup moins de diffusion de création d'emplois. Voilà. Je rejoins tout à fait ce qu'il vient. Il y a beaucoup moins de diffusion et clairement, ça se voit. Rappelez-vous, encore, il y a peu de temps, en début d'année, on pensait que ça y est, les États-Unis étaient repartis encore sur 3% de croissance en accélération par rapport à l'année dernière. Et puis là, tout le monde est en train de réviser petit à petit. Les grands globaux n'ont pas encore révisé à la baisse. Donc là, aujourd'hui, le consensus est autour de 2,2 pour la croissance cette année aux États-Unis. Il se peut que ça soit un peu plus bas. Ça ralentit, notamment la consommation. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de warnings, les Nike, les Walgreens, les CVS, tout ça, il y en a eu quand même beaucoup. Et surtout, pourquoi ? Parce que ça y est, pour la première fois depuis longtemps, l'excès d'épargne post-Covid est fini. Avant, on vivait un peu dessus, et surtout, le taux d'épargne lui-même est revenu au plus bas. Donc c'est vrai heureusement qu'il y a les salaires réels qui sont là aux États-Unis, mais on est à plus 0,7. La différence de salaire réel de pouvoir d'achat, c'est plus 0,7. On a plus 2,5 quand même en Europe. Donc voilà, à chaque fois, on enterre les pauvres consommateurs européens. Bon, il faut que la confiance revienne. Mais aujourd'hui, il y a plus de salaire réel en Europe qu'aux États-Unis. Donc voilà, le taux d'emploi est au plus bas. Donc il ne faudrait pas que la Fed, comme on disait tout à l'heure, évidemment, je pense qu'en juillet, elle va préparer, mais septembre, il faut qu'elle arrive. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur les taux courts, aujourd'hui, quand on regarde le taux réel court, donc pas celui donné par le taux 10 ans, mais court, on a des taux réels à 2,7%. Et c'est beaucoup trop élevé. Il faut que ça rebaisse. On est conscient du risque qu'il y a de maintenir les taux d'intérêt directeurs à ces niveaux-là pendant trop longtemps. Ça, c'est quand même pas possible. Un fil rouge du discours de Powell, en tout cas en son nom, depuis quelques temps maintenant. Oui, mais je pense qu'il va faire comme beaucoup de problèmes de banquiers centraux, c'est qu'à tous les coups, la première baisse, ou peut-être qu'elle sera symbolique comme en Europe au mois de septembre, c'est qu'il va être toujours trop tard dans le cycle. Donc voilà, la vraie question, est-ce que c'est un soft landing ? Beaucoup disent qu'il y a une récession aux États-Unis qui arrive en début 2025. Mais voilà, le problème, le temps que ça se diffuse à l'économie, ça sera peut-être un peu trop tard. Il y a l'effet d'inertie, effectivement, des mouvements de taux, de la transmission de la politique monétaire, etc. Bon, ce qu'on disait sur le timing, ils sont peut-être encore plutôt dans quelque chose qui permet de s'offrir un soft landing, mais ça, c'est l'histoire qui nous le dira, j'imagine. On peut reparler d'Alan Greenspan, d'ailleurs. Avec grand plaisir, mais bien sûr. C'est lui qui a réussi le soft landing. Banquier central majeur de l'histoire américaine. Et on est en fait dans une période qui me semble assez similaire. Alors, il faut faire très attention avec les parallèles historiques, évidemment, mais dans les années 90, 95, 96, donc c'est le fameux soft landing d'Alan Greenspan, ajustement de politique monétaire, à partir de taux d'intérêt directeurs à peu près au même niveau qu'aujourd'hui, et c'est à peine 75 points de base sur le cycle. Et après, il a maintenu ces taux-là pendant plusieurs années. Donc ne pas se faire trop d'illusions sur la capacité de la Fed à aller très loin dans ses baisses de taux. Pour moi, en tout cas, c'est un ajustement. Ce qui est très important, si c'est un ajustement, c'est bénéfique. En tout cas pour le marché action. Ouais, j'entends. Mais vous savez que si l'économie ralentit trop et qu'il y a des baisses de taux qui suivent, ça c'est jamais bon pour le marché action. Donc c'est vraiment là ce qu'on va voir si l'économie c'est juste un réajustement soft landing school, on espère tous. Et dans ces cas, ça serait très bon pour le marché action. Voilà. Il faut que la Fed ne panique pas. Effectivement, parce que la plupart du temps, ils sont derrière la courbe, ils paniquent, ils coupent les taux très vite, mais c'est trop tard. Et on n'évite pas une récession éventuelle. Donc, exactement. Voilà. Bon, sur l'IA et la productivité, on ne peut pas faire le débat complet là-dessus, Florent, mais est-ce que c'est... Alors, que ce soit un sujet intellectuellement passionnant pour un macroéconomiste, j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que ça peut être quelque chose de réel, ou en tout cas qui fasse partie de l'équation macro des prochaines années ? Oui, en fait, c'est passionnant d'un point de vue économique. Il y a une littérature économique qui est abondante en ce moment sur ce sujet, et, comme vous l'avez dit,
tous les résultats ne concordent pas. C'est-à-dire que certaines études nous disent que... C'est le problème des économistes. Voilà. Ils ne sont pas toujours d'accord. On n'a pas les mêmes définitions, surtout. Ouais. Ouais. Mais c'est ça aussi qui fait le sel du métier. C'est toujours le problème avec les économistes, ils ont deux mains. Beaucoup une main. Et donc, effectivement, on a des... Alors, cela étant dit, la conclusion, c'est quand même qu'on a un effet de gain de productivité qui est positif dans tous les cas de figure. D'accord. On a quand même des gains de productivité D'accord. engendrés par l'intelligence artificielle. Ça ne fait pas baisser la productivité. Voilà. Mais ça, c'est déjà le premier point. Bah oui, mais c'est déjà important. Je suis d'accord. Ensuite, effectivement, il y en a qui sont beaucoup plus optimistes que d'autres. Ouais. Mais ceux qui le sont un peu moins mêlent des aspects sociaux, notamment. Parce que, d'ailleurs, l'anecdote est intéressante. C'est-à-dire, quand on utilise ChatGPT, donc moi je l'utilise par exemple, j'ai commencé à l'utiliser, il y a un temps de formation. Ah oui. Ouais. Et donc, il faut apprendre à parler à la machine. Ouais. Dans l'imaginaire collectif, on se dit, on tape ce qu'on veut et on obtient ce qu'on désire. L'important, c'est la pertinence du prompt, de la requête. Voilà. Tout est dans la requête. C'est une forme de programmation un peu différente, mais c'est programmation avec le langage naturel. Voilà. Exactement. Il faut apprendre à parler à la machine clair. pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc ça, il faut que les Il y travailleurs... a une éducation Voilà. de ce point de vue-là. Et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, quand on demande de faire des efforts d'apprentissage comme ça, c'est toujours un peu plus difficile. Donc il y a une inertie pour appréhender l'outil, utiliser, etc. Et même pour les sociétés, il faut du temps pour bien comprendre la technologie, la puissance de la technologie, et comment mieux utiliser cette technologie dans leurs entreprises. Bien sûr. Ça prend du temps. Parce que les outils sont extrêmement puissants. Quand on regarde les dernières versions de ChatGPT, c'est incroyable ce que l'on peut faire. Après, on a une mine d'or technologique, mais il faut savoir quoi en faire. Si on sort de la tech américaine, justement, est-ce que c'est dans cette autre partie du marché que vous êtes encore confortable aujourd'hui, Edmund? Ouais, d'accord. Oui, mais je suis toujours prudemment optimiste, surtout sur les marchés actions. Mais dans une phase de ralentissement de l'économie américaine, on peut imaginer que la fracture entre la tech invincible et l'économie plus domestique se résorbe. Oui, mais c'est toujours la même histoire. Si on évite une récession, au moment que la Fed arrive à baisser le taux directeur, c'est bon pour les actions, point final. Mais et ce sera meilleur pour les actions qui n'ont pas monté jusqu'à présent. Il faut voir une phase de rattrapage relatif, par exemple des moins petits capis aux États-Unis par rapport aux méga capis, ou peut-être le taux de marché partout dans le monde par rapport aux États-Unis. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en 2023, on a eu une économie américaine ultra booming et qu'on n'a pas vu ça. C'était le moment quand même où on se disait, c'est là où on doit voir justement du Russell 2000, des small et mid cap un peu plus devant. Mais ça a été refait par la relance budgétaire, notamment les dépenses de la défense. Mais c'est là où je vous rejoins totalement. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le S&P et le Nasdaq, c'est complètement tout ce qui est en dessous, derrière, marche très mal. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'un tiers de la perte du S&P, c'est Nvidia. Et donc, quand vous retirez tout ça, le Russell 2000 ou même les indices micro-cap américains, qui sont vraiment les valeurs domestiques locales, sont négatifs depuis le début de l'année. Et je crois qu'il n'y a jamais eu un aussi grand écart des small cap par rapport aux large cap. Je parle aux États-Unis, c'est la même chose en Europe. Et même quand on garde dans les large cap ce qu'on appelle le S&P equal weight, c'est-à-dire que vous prenez chaque valeur du S&P pour la même pondération. Et là, on est revenu quasiment au plus haut historique pendant la bulle de 2000, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la surpondération du S&P par rapport au S&P équipondéré, à chaque fois qu'on est arrivé à ces niveaux, il y a eu un renversement. Donc voilà, est-ce que ça a duré combien de temps? On ne sait pas encore. Et c'est pour ça que nous aussi, on reste positif sur le marché action américain. Mais ce qui va être très intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il y aura cette fameuse rotation. Il y a eu une première alerte il y a quelques jours. Rappelez-vous, quand il y a eu des forts bénéfices sur toutes les valeurs du SOX, vous savez que c'est les indices des semi-conducteurs américains. Il y a eu les Nvidia, les Aflac. Il y a eu un moins 15, moins 17, oui, c'est ça. Évidemment, sa première alerte, c'est remonté. C'est toujours pareil. C'est jamais ça baisse sur une première alerte. Donc voilà, il y a les premières alertes qui arrivent. Donc clairement, nous aussi, on préconise. Donc si vous voulez pas aller dans les small et mid cap, qui sont souvent plus endettés, comme on dit souvent, qui ont des taux plus élevés aux États-Unis, aujourd'hui, acheter du S&P equal weight, c'est vraiment quelque chose pour rejouer peut-être un atterrissage en douceur aux US. C'est un risk-reward qui vous paraît plus confortable aujourd'hui que d'être sur un indice pondéré tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'on a vu qu'il y a énormément de sociétés qui ont fortement baissé. Vous prenez les valeurs, les Pepsi-Cola, même McDonald's, je crois qu'elle est à la baisse de moins 15%, les Nike, toutes ces belles valeurs de consommation. Les blue chips, quoi. Les blue chips, aujourd'hui, vous en avez à des prix beaucoup plus raisonnables qu'il y a un an. L'élection américaine, qu'est-ce qu'il faut en dire, puisqu'on va parler quand même un peu de politique, en tout cas de
comment la politique peut influencer, voire driver les marchés aujourd'hui. On comprend de loin, de ma place en tout cas, que l'histoire Biden candidat, c'est pas tout à fait terminé. Je pense pas, mais je pense qu'on va tout savoir dans 2 semaines. Dans les 2 prochaines semaines, soit il reste, soit on va voir un autre candidat. D'accord. Si ça se joue, c'est maintenant. Je pense. C'est pas le mois d'août, c'est maintenant. Pour le marché, ça change quoi ? Vous avez le droit de dire rien. Hein. Enfin, je veux dire, c'est possible que ça ne change rien, j'en sais rien. Oui, je pense que à court terme, pas forcément grand-chose, à mon avis, parce que ce qui compte, c'est vraiment le ralentissement économique, c'est la politique de la Fed, plus que est-ce que le candidat démocrate va être président Biden ou quelqu'un d'autre. D'autant que le marché a déjà compris que la probabilité était peut-être plutôt d'une vague Trump que d'une vague Biden ou démocrate. Ce qui est plus important. Est-ce que est-ce qu'on va voir un clean sweep républicain? Est-ce qu'ils vont gagner pas seulement les élections présidentielles, mais le Sénat et aussi les chambres de représentants? Parce ça change. Ça change. Parce que comme ça, le président peut tout faire. Mais en termes des impôts, mais tout peut tout changer. Sans limite. Là, et à ce moment-là, la marche... Dans le cadre que les marchés lui permettront. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. Il y a un cadre quand même qui s'appelle les marchés. Il faut bien regarder la réaction du marché obligataire aux États-Unis. Parce qu'on a vu que ce qui peut se passer au Royaume-Uni, on a vu ce qui peut se passer en France, et maintenant, ça peut être le tour des Américains le mois de novembre. Ouais. Voilà. Florent ? Je pense qu'il faut... Alors, à court terme, en effet, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le marché, c'est assez court-termiste. Mais je pense quand même qu'il faut se poser la question du coup d'après. C'est-à-dire, une fois que... Si on se souvient, par exemple, de 2016, on parlait de reflation trade à l'époque. Donc, on voyait effectivement, avec les baisses d'impôts, etc. Mais à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'inflation. Ah ben non. C'était l'objectif. C'était l'objectif d'avoir un peu plus d'inflation. Oui, on était un peu moins de... alors, c'est plutôt la Banque centrale qui peut faire ça. Oui. Mais on était un peu moins de 2. Et le niveau d'endettement n'était pas... bien sûr que non. Il n'y avait tout était différent. Rien n'était pareil. Mais on pourrait avoir une répétition de ça. Donc, mais partant d'un niveau d'inflation qui est plus celui de 2015-2016 et d'un niveau d'endettement et de déficit qui est plus celui de 2015-2016. Et en 2016, si ma mémoire est bonne, encore une fois, les marchés d'actions n'avaient pas très très bien réagi et on avait même eu, chose assez atypique, une surperformance de la value par rapport à la croissance. Ouais, reflation, exactement. C'est ça. C'était la thématique. Après, si on regarde 2018, par exemple, donc là, c'était les tarifs douaniers... Et pour faire le lien avec la Banque centrale américaine, les tarifs douaniers avaient engendré une forme de petite récession manufacturière aux États-Unis. Et avait, semble-t-il, poussé Jérôme Powell à baisser ses taux. Alors, on ne saura jamais s'il a été... parce que tous les jours, il se prenait des tweets... assez vindicatif, il faut baisser les taux en caps lock. Bon, il y avait eu des petits problèmes sur le marché monétaire et du repo ici en fin 2018. La plomberie commençait à être un peu compliquée. Donc, ça commençait à secouer, mais bon, il y a tout un tas de variables qui ont joué. Mais encore une fois, si effectivement, comme ce qui vient d'être évoqué, c'est selon les probabilités actuelles, c'est plutôt Donald Trump qui est favori. Bien et sûr. D'autant plus que le camp républicain, comme ce qui vient d'être dit, est favori aussi sur la Chambre des représentants et sur le Sénat. Donc ça veut dire que potentiellement Donald Trump pourrait faire un Trump 2.0 en remettant en place des tarifs douaniers, en se bagarrant avec la Chine, en remettant des baisses d'impôts, ou en tout cas... en les prolongeant. Voilà, exactement. Je crois que c'est le playbook. Voilà. Et donc ensuite, la question c'est de savoir ce que ça fait par rapport à la Fed. Ouais. Et c'est ça le sujet. Normalement, la Banque centrale américaine est indépendante du pouvoir politique. Une Fed qui baisserait les taux dans un playbook trumpien répété, ça secouerait un peu sur les marchés. Si on considère que la politique est plus inflationniste, plus de croissance... Clairement, aujourd'hui, ce qui est pressé par le marché aujourd'hui, c'est quasiment 2 baisses de taux aux US, septembre, décembre. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a vu... il y en a encore 3-4 en 2025 qui sont aussi évidemment. prévus, mais là, ce qui est fou, c'est qu'on a vu après le post le débat Trump-Biden, tout de suite, le taux 10 ans a pris 20 points. On est passé de 4,20 à 4,40. Et certains, donc on verra, comme vous dites, dans 2 semaines. Et ça, que si le président Trump a de plus en plus de chance, vous verrez qu'avec le call reflationniste, que le marché va certainement repricer peut-être qu'une baisse de taux d'ici la fin de l'année. Parce que voilà. Donc c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est vrai, comme vous dites très justement avant, c'est qu'en 2016, ça a mis du temps.
Et aujourd'hui, le marché se rappelle 2016 tout de suite, sauf que ça s'est joué tout de suite. Dollar fort, remontée de l'inflationniste. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça qui va donner pas mal de volatilité. Mais sinon, à un peu plus long terme sur le marché action, vraiment, moi je me rappelle, parce qu'on vient de, rappelez-vous, de l'ancienne maison Raymond James. Bien sûr. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des papiers, des écrits énormes de toutes les grandes banques mondiales. Et à chaque fois, ça ne fait pas grand-chose. Il y a un peu de volatilité sur quelques thèmes, mais à 3, 4, 5 mois, souvent, c'est la question, ouais, pas beaucoup d'impact. Je sais. C'était un peu le sujet tout au long de la semaine. Effectivement, l'investisseur pragmatique, généralement, est bien avisé de ne pas trop pondérer le bruit politique dans sa prise de décision. Ouais. Mais bon... encore une fois, l'exemple français, on va en parler, c'est quand même peut-être pas un exemple tout à fait comme les autres. Puis on a vu sur des élections au Mexique, en Inde, on peut avoir quand même du bruit, des revers. Voilà. Alors dans le cadre du Mexique, c'est visiblement la trop grande majorité de la nouvelle présidente qui a effrayé le marché à un moment. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que la politique, quand même, en ce moment, ça compte un peu dans les marchés. Comment vous regardez la situation française et plus largement ce que ça implique pour l'Europe et les actifs européens, Edmund? Et est-ce qu'il faut imaginer de la part des grands allocataires mondiaux une baisse structurelle de la part dédiée aux actifs français dans leur portefeuille d'investissement ou dans leurs allocations? Pas au moins dans les actions françaises, parce que si je regarde les grandes actions, les grandes sociétés françaises, l'exposition à l'économie domestique reste quand même petit. Mineur. Ouais. Mineur. Même pour les banques, mais surtout pour LVMH, Sanofi, Total Energy. L'exposition à l'économie domestique est tout petit. Donc pourquoi ? Je ne sais pas, parce que parfois le code postal, ça peut pénaliser des entreprises qui opèrent dans un contexte, même si c'est sur le plan international, le code postal, parfois, ça peut être un peu pénalisant. Ça doit être plus pénalisant pour les moyennes et petites capitales françaises. Là, parce qu'on a le fait de liquidité, et en plus, l'exposition à l'économie domestique est beaucoup plus importante. Donc, il y a deux effets qui jouent pour les moyennes et petites capitales, mais pour les gros capitales, pour les composants de l'indice CAC 40, pas vraiment. À mon avis. Pour les obligations, c'est une autre histoire. Ah ben, mais je parlais des actifs, oui. Ouais, voilà, pour les obligataires et aussi l'immobilier. Parce que le problème, si on parle d'imposition, le problème de l'immobilier, c'est toujours le même. Il ne bouge pas, donc c'est facile à imposer. Qu'est-ce que vous répondez à un client de BNP Paribas Wealth Management qui, j'imagine, n'a pas manqué de vous interroger sur le sujet de la France? J'ai de l'immobilier en France, j'ai des actions françaises. Ah bon. Il paraît que j'ai aussi de la dette française dans mon assurance vie. Il faut rester calme. D'accord. Il faut regarder les investissements à long terme. Il y a toujours un peu de volatilité à court terme, politique, mais pour l'instant, on n'a pas de vrais gagnants des élections législatives. On a 3 grands blocs. On va essayer de trouver une coalition, mais avec n'importe quel type de coalition, c'est difficile de voir les lois radicales qui vont être passées dans le Parlement français. Donc il n'y a pas d'urgence à décider quoi que ce soit, et surtout il n'y a pas eu de signal de liquidation des actifs français aujourd'hui. Tout le monde s'interroge. Ah ben ça, oui. Oui, bien sûr, mais pour l'instant, il faut rester calme. Louis ? C'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a eu un excès de pessimisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les grands groupes, tous les grands globaux ont dit qu'il faut sortir des actifs français. On l'a vu les 3 semaines avant les élections, c'était massif. Écartement de spread donc entre la dette allemande et française jusqu'à 85. Voilà, la question c'est quelle sera l'évolution du spread. Beaucoup disent à 60 c'est trop bas, mais peut-être entre 60 et 70. On y est. Donc normalement, aujourd'hui, le mal est fait. Aujourd'hui, vous avez des indices américains, on a parlé tout à l'heure, où on est prudemment optimiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on tutoie un peu le ciel sur les marchés US large cap. Il y a peut-être plus grand-chose à gagner. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il y a eu un tel excès, notamment aussi sur les valeurs large cap. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des opportunités. Quand Vinci était sous les 100 €, des certaines valeurs, il y a un moment, voilà, on ne va pas nationaliser les autoroutes, les aéroports, etc. Au fur et à mesure que ces risques-là s'écartent, vous dites ça recrée quand même des opportunités sur le marché français pour celui qui s'y intéresse. C'est simple, le CAC 40 a été exactement 100% corrélé à l'écartement du spread. Oui. Donc là, le spread a rebaissé. Ouais. Donc normalement, là, il y a une petite décoration. Normalement, le CAC 40 devrait respirer un petit peu mieux. Donc voilà. Après, sur les small caps françaises, c'est vrai que là, on arrive à un moment aussi du cycle où ça fait 2 ans de sous-performance, où elles ont rarement été aussi peu chères. Parce que comme ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'on est en récession, c'est vrai que le momentum économique n'était pas très bon. Mais là, la plupart des sociétés, avant les élections que l'on a vues,
tous étaient en train de nous dire, ça y est, ça fait un an et demi que c'était difficile, le point bas est derrière nous, et voyez un fort rebond, en tout cas sur le deuxième semestre. On verra si les élections remettent un peu la confiance et les investissements décalés, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des sociétés qui sont impactées un peu plus par le taux d'intérêt, sauf que là, ça y est, ça fait plus d'1 an que les taux d'intérêt sont élevés. Donc maintenant, on achète d'entreprise, ça fait 1 an, ils se disent, bon, les taux, ils ne vont pas plus baisser ou remonter, je réinvestis. Donc voilà. Donc clairement, au niveau microéconomique, ça allait mieux. Donc c'est vrai que les gens regardent beaucoup trop le compte de résultats, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de momentum. Mais quand même, quand on regarde le niveau de valorisation, parce que là, je vous rappelle, on a pris, je crois que les small caps françaises ont perdu quasiment 16% sur le mois de juin. Donc oui, c'est ça. Oui. Sachant qu'elles partaient de très bas. 2 fois plus que les large caps. Voilà, 2 fois plus. Plus. Et aujourd'hui, moi, j'aime bien regarder un indicateur, ce qui est le ratio de fonds propres, le price to book. Au moins, qui est lui, c'est qu'est-ce que vous avez dans le price to book, sachant que les small caps sont souvent plutôt des valeurs de croissance familiale, et il n'y a pas de valeur d'e-value, il n'y a pas de bancaire, il n'y a pas de pétrolière. Donc normalement, il n'y a aucune valeur qui est censée se payer sous les fonds propres, sous les books. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on travaille avec ID Midcap, qui a fait tout un papier, et qui nous a dit qu'aujourd'hui, le ratio de fonds propres, on est quasiment tombé à entre 1,10 et 1,15 environ, là, sur les Et c'est un plus bas? C'est le plus bas de 2011. Et il faut juste revenir à mars 2020 ou 2008, on était tombé entre 1 et 1,05. Donc on valorise les entreprises, les petites entreprises françaises cotées, à peine un peu plus d'une fois la valeur de leurs actifs tangibles. Voilà. Et donc là, vous avez un downside peut-être de 5% qui était quand même mars 2020 ou 2008, où c'était Armageddon. Aujourd'hui, en portefeuille, on doit avoir peut-être une dizaine de valeurs qui se payent moins cher qu'en 2008. Il y en a. Aujourd'hui, donc, clairement, il y a des choses à faire. Mais voilà, le momentum n'est pas là. Il y avait un très net flux qui était revenu sur la classe d'actifs au mois de mai-juin. Il y a eu plus de 400 millions d'euros qui sont arrivés de nouveau sur les fonds PME français. Et ils sont sortis aussi vite avant les élections. Donc voilà, donc là, je pense qu'en effet, pendant l'été, il ne va rien se passer. Il faudra attendre une stabilité. Mais moi, je pense que clairement, voilà, le rebond est en marche. Il va falloir, ça va peut-être être décalé de quelques mois, peut-être septembre, voir si le budget va être fait. Mais après, clairement, il faudra y aller parce que la zone euro va réaccélérer en 2025. Là, aujourd'hui, on attend 0,8 de croissance en 2024. C'est pas caduque pour vous, cette histoire-là. Cette histoire-là, elle n'est pas caduque. Mais non, parce que en fait, il suffit que la confiance revienne. Il y a une montagne d'épargne chez les Français. Voilà. Je disais tout à l'heure, les salaires réels, plus de 2,5% de salaires réels, ça revient. Pour l'instant, tout est épargné, il n'y a pas de confiance. Donc à chaque fois, il y a un événement, malheureusement, qui arrive, qui empêche ce rebond. Donc là, ça va être redécalé, mais clairement, j'espère que ça sera à la fin de l'année et surtout 2025. J'aime l'optimisme des investisseurs. C'est aussi ce qui fait la passion qu'on peut avoir pour ce métier et ce marché. Mais j'écoute quand même les économistes qui sont tournés aussi vers les risques. Non, mais pour la France... blocage, ingouvernable ou moins gouvernable, j'en sais rien. L'immobilisme, est-ce que c'est en tant que tel un facteur d'instabilité pour la France, pour les actifs français? Et je parle notamment évidemment de la dette, du spread, etc. Est-ce qu'on peut avoir une situation de stabilité malgré alors un paysage et une gouvernance politique à laquelle on n'est pas habitué en France, ça je crois qu'on l'a tous compris, ou est-ce que c'est plus quand même un risque d'instabilité qui nous guette avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur les actifs français? Bon, déjà, sur la réponse des marchés, les marchés ne font pas de politique émotion, si je puis dire. Ils font un peu de politique fiction. C'est peut-être même là où on trouve le moins d'émotion aujourd'hui quand on parle de la politique française. Donc, exactement. Donc ils font un peu de politique fiction et les scénarios qu'ils ont évacués, c'était effectivement les majorités absolues pour l'un des deux blocs. Donc là, aujourd'hui, ce qui a surpris un peu au lendemain, au moment des résultats, c'est le fait qu'on ait 3 blocs finalement sans franche disproportion. Assez équilibré. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire que l'instabilité politique, elle est là, mais elle est moins forte que ce qu'on pouvait anticiper d'une certaine manière. Donc après, oui, on parlait de coalition éventuelle. Bon, moi, ça, j'en sais rien. Mais en revanche, ce que nous dit le marché, malgré tout, enfin, c'est mon avis, c'est qu'effectivement, à 60 BP de spread, ça intègre cette instabilité politique. Après, le sujet, c'est à court terme, d'une part, effectivement, si cette crise politique se transforme en crise de confiance, c'est difficile à voir. Alors, on observe effectivement dans les indicateurs de confiance du consommateur une petite baisse au mois de juin. Ouais. C'est dur à dire si c'est lié ou pas. Je n'y crois pas trop. Surtout qu'on voit ça aussi dans d'autres pays de la zone euro. Est-ce que la trajectoire de croissance de la France ou de la zone euro est remise en question à ce moment-là? Je dirais que non. À ce stade, et je suis assez positif aussi sur la croissance européenne, plutôt pas. On a encore préservé l'essentiel, là, vous dites, moi, du point de vue macro. Ouais. Je pense, oui, effectivement. Après,
il y a de l'incertitude, donc ça rajoute. Bon, je suis moins confiant qu'il y a encore quelques temps, si je puis dire. Mais sur la croissance française, le sujet, c'est le déficit. Ouais, ben oui. La trajectoire du déficit. Ben oui. Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour se conformer aux exigences européennes? Est-ce qu'on arrivera effectivement à trouver une coalition qui nous permette de mettre en œuvre toutes les demandes qui sont faites par la Commission européenne, etc. C'est le sujet. Et donc, ça peut vouloir dire des hausses d'impôts. C'est difficile parce qu'il y a déjà un taux de prélèvement obligatoire assez élevé. Réduire les dépenses, ça c'est un peu une vieille lune. Voilà, exactement. Oui. Donc après, le sujet, c'est qu'il faut faire aussi de la croissance. Ouais. Et ça, c'est plutôt un sujet à long terme. Et là, on est plutôt dans une démarche d'augmentation de la productivité. Et tout ça, et je finirai là-dessus, ça dépend aussi de l'environnement de taux. Ouais. Ça dépend de l'environnement de taux et donc de la BCE. Et c'est une horloge qui tourne vite quand même, là. Le marché, encore une fois, je le dis, est très patient vis-à-vis de la situation française jusqu'à présent. Il y a quand même un déficit sur les 5 premiers mois de 2024 en France qui court au moins aussi vite, voire un peu plus peut-être encore que ce qu'on a observé sur les 5 premiers mois de 2023. Donc on est quand même un cas assez unique aujourd'hui dans le paysage européen. Donc en absolu, c'est pas bon, mais en relatif, ça l'est pas non plus. Il y a un rendez-vous budgétaire à l'automne. Enfin, quel niveau de garantie est-ce que le marché va attendre de la part de la future gouvernance politique française sur la capacité, alors non pas j'imagine à revenir à 3% en 2025, 26 ou 27, parce que le marché est capable d'entendre que ça se fera peut-être pas aussi vite que ça, mais avoir quand même des garanties sérieuses et trébuchantes, j'ai envie de dire, sur la capacité de redresser cette barre. C'est le sujet. Ouais. Et à ce stade, on ne peut pas en dire grand-chose, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, on ne sait pas comment il sera composé. Mais effectivement, c'est et ce sera ça le point névralgique, ce sera là. Exactement. Ouais. Bon, je veux bien qu'on dise, par effet de contraste, un mot de la situation britannique que vous connaissez, ou en tout cas que vous suivez avec l'avantage de jouer à la maison de ce point de vue-là, Edmund. Non, mais alors c'est ce que je dis aussi. C'est-à-dire que, évidemment, vu de France, la situation britannique nous fait envie aujourd'hui. Je rappelle juste qu'ils en sont arrivés là après 8 ans de Brexit, quand même. Que nous, on s'est épargné 8 ans de Brexit, et peut-être que c'est pas plus mal, quand même, que la France soit pas passée par 8 ans de Frexit, en l'occurrence. Néanmoins, on a quand même l'impression d'une situation d'un bruit politique beaucoup plus positif. Enfin, y compris pour les marchés. Est-ce que ça change le cas d'investissement pour les actifs britanniques? Est-ce que c'est déjà joué? Ou est-ce que non, il y a quelque chose, une nouvelle histoire? Je pense qu'on peut toujours jouer cette histoire, parce qu'avec le changement de gouvernement, une chose qui est claire, c'est que le nouveau gouvernement travailliste va être beaucoup plus pro-Europe que l'ancien gouvernement des conservateurs, qui était plutôt pro-Brexit, quoi. Donc eux, ils vont chercher des accords pragmatiques avec l'Europe. C'est plutôt en faveur du Royaume-Uni. Peut-être pour l'Europe, ils s'en fichent, mais... bien sûr. Voilà, mais franchement, je pense que c'est ça qui cherche le nouveau gouvernement britannique, qui va être un catalyseur important pour l'économie, mais aussi pour les actifs britanniques. Deuxième point, sur le sterling, c'est déjà, on voit une réaction, se renforce contre l'euro, contre le dollar. Donc, effectivement, les investisseurs étrangers qui se sont écartés des actifs britanniques depuis Brexit, ils ont dit... Ça redevient investissable. Enfin, petit à petit. Mais le point de départ est tellement bas, on peut que faire mieux. En termes de croissance, en termes de tout. Et en plus, la Banque d'Angleterre, oui, peut-être ils ne vont pas baisser les taux le mois d'août, mais si c'est le mois d'août, c'est le mois de septembre. Enfin, ils vont être comme la BCE, parce que le taux d'inflation en Angleterre s'approche à 2% comme en Europe. C'est plus quand est-ce qu'on va baisser les taux que est-ce qu'on va baisser les taux. On est dans un cycle de baisse de taux un peu partout. Le marché de l'emploi se dégrade quand même. Oui. Ça, c'est le sujet pour la Banque d'Angleterre. D'accord. Exact. Bon, j'ai re-regardé. C'est vrai que le sterling pré-Brexit, c'était plutôt du 1,50, 1,70. Oui, je sais bien. Je voulais remettre la perspective. Ouais. J'avais moi-même un peu oublié. Je me souviens particulièrement de la journée du sterling sur le résultat du Brexit. J'étais sur place et effectivement, c'était d'une violence historique. Mais je me souvenais plus trop d'où on partait. Effectivement, on partait de toujours plus haut que ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, les actifs britanniques, je sais pas, ça rouvre un marché. Moi, je pense que nous, on a un fonds
fonds vraiment toute Europe, et dans lequel il y a quand même pas mal de UK. Ouais. On était bien content de l'avoir au mois de juin. Et surtout, c'est quelque chose d'assez décorrélant, parce que c'est vrai que depuis un an, on avait plutôt tendance à sous-performer. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction des différentes zones géographiques en Europe, il y a du stock picking à faire et de la décorrélation. En ce moment, nous, ce qu'on privilégie, par exemple, chez Gay-Lussac Gestion, donc la France à ces niveaux peut-être, mais il y a l'Italie, la Grèce et le UK marchent très bien. C'est vrai que ces trois pays, c'est les anciens, c'est le retour des PIGS. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Italie, la Grèce bien, et le UK aussi. C'est vrai qu'il y a des très très belles valeurs au UK à des niveaux de valorisation assez abordables. Donc nous, on aime bien en ce moment. C'est un marché que vous aimez bien. Bon, et en plus, la Banque d'Angleterre va venir enlever un peu de restrictions monétaires. Ça fait partie du scénario probable aussi, Florent ? Tout à fait, ouais, c'est le sujet, c'est soit août, soit septembre, en effet, c'est comme ce qui vient d'être évoqué. Le problème pour la Banque d'Angleterre, si on fait le parallèle avec la Banque Centrale Européenne, c'est l'emploi. Ouais, très clairement, là où le taux de chômage continue de baisser, on a un taux d'emploi assez fort en zone euro, au Royaume-Uni, ça se dégrade assez sensiblement. Et là, vous dites, là effectivement, on constate une vraie dégradation, malgré la question statistique, etc. Là, il y a une vraie tendance qui s'est retournée. Très clairement. Ouais. Il y a un retournement sur l'emploi. Et alors, quelles implications ça peut avoir ensuite ? C'est que, effectivement, il y a beaucoup d'inflation dans les services. Mais si on se dit que cette inflation dans les services reflète une image passée du marché de l'emploi, on se dit qu'il va falloir aussi être proactif du côté de la Banque d'Angleterre pour éviter de passer en dessous de 2 durablement, parce que le marché, ou réagir beaucoup plus. Donc on est aussi dans un phénomène de proactivité, d'être derrière la courbe. Être trop en retard sur les baisses de taux, c'est se retrouver avec une inflation qui repasse sous les 2, et là, effectivement, il faut... c'est quand même Mais l'inflation dans les services est quand même élevée. Bon... Voilà, le timing est crucial pour les banques centrales aujourd'hui, et ça se joue un peu en ce moment, ou en tout cas dans les prochains mois. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Florent Wabon, économiste chez Ecofi, Louis Defels, directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, Edmund Ching, directeur des investissements de BNP Paribas Wealth Management.